Donc merci d'être venu pour cette nouvelle journée du pôle foncier qui va s'intéresser à des questions qui touchent aux relations entre l'environnement et la question foncière, via en particulier ce qu'on a appelé dans le titre des nouveaux instruments des politiques environnementales, donc la compensation et la neutralité. Donc cette journée a été conjointement organisée avec Anne-Laure Roy et Mélanie Requier-Desjardins, donc de l'IAM. Avant de faire une rapide introduction de notre propos, juste un petit changement dans le programme. En fait, on vient juste d'avoir un SMS de Jean-Louis Couture qui a les pieds dans l'eau dans sa maison, donc il a des problèmes domestiques urgents et graves, donc il ne peut absolument pas être là. Donc il présente toutes ses excuses, il est extrêmement désolé. Il est d'autant plus désolé qu'il était largement à l'initiative aussi à l'origine de cette journée. Donc c'est aussi nous qui sommes extrêmement désolés de son absence. Donc on a légèrement modifié l'emploi du temps. Au sens où, après cette introduction qui commence en retard, c'est déjà une façon de modifier l'emploi du temps, donc Mélanie prendra la parole et pour un exposé qui sera peut-être un peu plus long que l'exposé qui était prévu. On fera une pause vers 10h30 avant de reprendre la deuxième moitié de la matinée. Voilà, on vous présentera plus en détail le programme après. Donc rapidement, une petite introduction sur l'idée générale de cette journée, un peu son origine. Donc l'idée initiale de la journée tournait autour d'une expression qui est très en vogue en quelque sorte depuis quelques années, c'est l'expression de green grabbing, qui s'est construite sur la base d'une analogie en fait avec la notion de land grabbing, qu'on traduit en français en général par accaparement foncier, et qui renvoie à des formes d'appropriation à grande échelle d'espaces fonciers. Bon, on s'intéresse souvent plus au sud, mais ça renvoie aussi à des accaparements au nord ou à l'est pour l'Europe. Et ces accaparements prennent des formes juridiques qui peuvent être très diverses, type de propriété, concession, baux, etc. Et ils résultent aussi de mécanismes qui sont eux-mêmes diversifiés en termes d'accès et qui peuvent inclure aussi, au-delà des formes juridiques, qui peuvent inclure différentes formes de violence, de coercition, d'investissement en capital, de collusion entre investisseurs et pouvoirs publics et de corruption. Alors, la notion de green grabbing, ça attire l'attention justement sur des effets directs des politiques conservationnistes, des effets fonciers directs, et en particulier via le développement actuel, depuis pas mal d'années déjà, d'aires protégées qui sont de plus en plus grandes. Alors là, on s'intéressera à la question des aires protégées terrestres, mais on pourrait dire la même chose pour les aires protégées marines. Souvent, la décision relative à la création et à la délimitation de ces aires protégées s'apparente à une forme d'accaparement foncier dans la mesure où les populations qui habitent ces espaces ou qui en utilisent les ressources se retrouvent dépossédées de droits et d'accès antérieurs et souvent en l'absence de formes de concertation, de consultation qui soient suffisamment sérieuses et en l'absence aussi de formes de compensation. Ça, on y reviendra. Donc on est quelque part dans un registre d'accumulation par dépossession, ce qui avait été identifié par le géographe David Harvey depuis longtemps, qui serait un élément structurant des formes actuelles du capitalisme néolibéral, on va dire, pour faire bref. Et on fait souvent aussi le parallèle avec les enclosures anglaises et des formes d'accumulation primitives. De plus, le moment de l'accaparement, de l'enclosure en quelque sorte, et le moment de l'accumulation peuvent être décalés dans le temps, ce qui rend le lien entre les deux phénomènes peut-être moins visible. Mais en fait, nous, dans cette journée, on ne va pas s'intéresser exactement à ces formes-là, on va s'intéresser à des formes plus indirectes d'interaction entre politique environnementale et questions foncières, des contextes, disons, dans lesquels les enclosures ne sont pas visibles et les modalités d'accaparement foncier constituent en quelque sorte des effets secondaires d'autres formes d'exploitation des ressources et des territoires. Et second point, les politiques environnementales concernées sont elles-mêmes des sous-produits de formes d'exploitation et de gestion des ressources naturelles, puisqu'il s'agit des instruments qu'on a rassemblés sous les termes de compensation et de neutralité. Donc ces deux termes, c'est toujours intéressant de s'intéresser aux termes qui sont employés, aux mots, ces deux termes qui sont issus du langage courant. Donc la compensation, d'après le Larousse, c'est un avantage qui compense un inconvénient, un mal, un préjudice. Donc le Larousse propose comme synonyme dédommagement. Donc on voit bien l'idée très très clairement. Pour la neutralité, c'est beaucoup moins intuitif en fait, puisque ça renvoie essentiellement au fait pour un individu ou un collectif, un État par exemple, de ne pas se prononcer ou de ne se prononcer pour aucun parti dans une discussion ou un conflit. Donc on est assez loin du terme de neutralité tel qu'il sera employé via les instruments qui vont être décrits par la suite. Ce qui est intéressant peut-être à noter, c'est que la compensation constitue plutôt une opération ou une action, tandis que la neutralité définit plutôt un état ou un objectif. Les expressions de type non-net loss
Zero Net Land Degradation, par exemple, sont vraiment autour d'un état final ou d'un état espéré. Donc, dans ce contexte environnementaliste, il s'agit dans les deux cas de réparer une dégradation ou un dommage qui touche à un espace donné. Le mécanisme, a priori, est simple, mais il pose en fait plusieurs problèmes. Premier problème, se mettre d'accord sur la délimitation de l'espace affecté. Seconde difficulté, s'accorder sur l'entité écologique et ou sociale indexée à cet espace. Donc c'est tout l'enjeu en particulier d'une définition élargie de la compensation qui ne serait plus simplement écologique mais aussi sociale. Et troisième point, troisième enjeu même plus fortement, c'est choisir le lieu et le moment de la réparation. Et ces choix sont générateurs d'enjeux socio-fonciers supplémentaires. Donc là, je ne vais pas évidemment rentrer dans le détail de ces questions. Donc ce sera le travail des différentes présentations qui vont nourrir cette journée. Mais on peut tout de même, un peu pour orienter le débat, pour donner un petit peu de grain à moudre, lister les problématiques vers lesquelles ces trois difficultés ouvrent ou convergent. Donc ce qui nous permettra d'ouvrir la discussion. Évidemment, la liste n'est pas limitative et on compte sur vous pour l'élargir ou l'enrichir. Donc il y a 5 points qui nous paraissaient important ou à souligner d'emblée. La question de la spatialisation. Donc la spatialisation de la compensation fait écho à celle de la dégradation qui doit être réparée. Donc là, évidemment, il y a plusieurs options, sur place ou ailleurs. Et dans ce cas, où? Donc on voit les enjeux fonciers à la clé. À moins que la compensation soit d'une autre nature, non spatialisée. Deuxième point, les questions de temporalité. La question du où renvoie à celle du quand. La séquence ERC, éviter, réduire, compenser, voit la compensation comme une sorte de dernier remède si l'évitement et la réduction ont échoué. Et par ailleurs, les effets concrets aussi des mesures de compensation peuvent être différés. Donc on a déjà l'idée d'une séquence linéaire, on a l'idée d'effets différés des résultats des mesures prises. Mais en même temps, la logique du crédit de compensation, ou mitigation credit, comme on le dit en anglais, ça ouvre la porte aussi éventuellement à une séquence inversée, le paiement de la compensation qui ouvre le droit à une dégradation. Donc on voit que la question de la temporalité, il y a des effets différés, il y a aussi des inversions éventuellement de séquences qui seront à prendre en compte. Il y a évidemment les questions de mesure, la question de la mesure de la dégradation, ce qui implique qualification, quantification. Donc elle nourrit aussi l'évaluation, enfin disons la mesure de l'évaluation de la compensation. Donc avec à la clé évidemment des enjeux de monétarisation ou de financiarisation. On peut aussi imaginer d'autres formules plus négociées qui ne passent pas par de la quantification et qui ne passent pas forcément par de la monétarisation. Donc ça renvoie à toute la question des dispositifs de compensation qui vont être mis en place. Ça renvoie aussi à la façon dont l'expertise scientifique est éventuellement mobilisée dans ces processus. Ça, c'est un point sur lequel on reviendra de manière assez récurrente dans les différentes présentations. Quatrième point, les questions d'acteurs, de discours et de dispositifs. Donc les dispositifs de compensation sont portés par des discours de justification technique, souvent. On pense à la séquence ERC dont je parlais, mais aussi sociaux, les enjeux de responsabilité sociale d'entreprise. Portés par des acteurs qui varient aussi selon les configurations, entreprises, services de l'État, population locale, ONG, experts, chercheurs. Et donc, il y a des dispositifs qui peuvent être volontaires, entre guillemets, ou juridiques très diversifiés. Avec, et ça on le verra, des risques potentiels ou avérés de désarticulation entre les différents dispositifs mis en place. Et ce qui renvoie à un dernier point, un cinquième point, une fois de plus, la liste est vraiment indicative, pas limitative, c'est tout ce qui tourne autour des enjeux de risque et d'incertitude. Donc la compensation, c'est une affaire de dégradation, comme on l'a dit, et dans certains cas de restauration de l'environnement, dans d'autres cas de conservation d'un espace ou de production d'un nouvel environnement à un autre endroit. Donc les risques et les incertitudes, en particulier en termes de connaissances écologiques, sont importants, et donc in fine en termes de coût des opérations. Et on peut imaginer que les investisseurs privés soient réticents, ce qui implique aussi de repenser peut-être le positionnement de l'État. Va-t-il garantir la sécurité des investisseurs, des populations affectées, des écosystèmes? Toute la question est un peu là. Voilà.